Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. 6 soldats tués dans 3 attaques simultanées au Mali. L'annonce a été faite ce lundi par l'armée malienne qui par ailleurs se retrouve impliquée dans une polémique avec les dirigeants militaires français sur le soi-disant charnier de Gossi. Notre correspondant fera le point de Bamako. Le Burkina Faso, lui aussi visé par 2 attaques terroristes qui ont fait pas moins de 15 morts et 30 blessés. Nous ferons le point de la situation dans ce journal avec Lamine Traoré, notre correspondant sur place. En France, Emmanuel Macron réélu pour un second mandat avec un peu plus de 58% des suffrages face à Marine Le Pen qui a, elle, obtenu un peu plus de 41%, un score jamais réalisé par l'extrême droite. Nous reviendrons sur cette élection et la coopération entre la France et l'Afrique. Nous irons au Sénégal à la découverte de la Maison des reporters, une initiative financée par le public et les abonnés et qui regroupe des jeunes reporters produisant un contenu qui se veut indépendant. Nouvelle attaque donc au Mali où les forces de sécurité poursuivent leur lutte acharnée contre les éléments djihadistes. Un premier bilan faisait état ce matin d'au moins 13 morts, dont 6 membres des forces armées maliennes. Le contexte sécuritaire est d'autant plus difficile que la France, partenaire de longue date du Mali, a retiré ses troupes. Entre-temps, une nouvelle polémique envenime la situation entre Paris et Bamako, comme nous l'explique Mokhtar Bari dans ce reportage. 3 camps des Fama, les camps des Bafo, Nyono et Sévaré, ont été la cible de ces attaques suicides qui ont causé la mort de 6 militaires et 11 assaillants et quelques dégâts matériels selon des sources officielles. Le JNIM, une coalition djihadiste qui a revendiqué les attentats, menace de s'en prendre à l'armée dans les prochains jours. N'eût été le professionnalisme et la promptitude des forces armées, les dégâts allaient être encore plus élevés. Si vous avez remarqué, les dégâts se sont limités seulement aux portes d'entrée des 3 camps qui ont été attaqués. C'est vrai que c'était tôt le matin, mais malgré ça, ils ont pu faire face au feu de l'ennemi. Ces attaques surviennent au moment où une polémique fait rage sur des images montrant des soldats ensevelissant des cadavres 2 jours après la rétrocession du camp de la force Barkhane à Gossi, au Fama, le 19 avril. Selon l'état-major des armées françaises, ces images montrent les supplétifs russes de l'armée malienne. Le porte-parole de l'armée malienne s'est dit surpris par de telles allégations et accuse les Français de s'adonner à des actes d'espionnage. Des drones en parfaite illégalité en train de filmer au-dessus de la base de Gossi et d'autres localités au nord et au centre du Mali. Cette posture de la force Barkhane confirme à suffisance que la force Barkhane était plus prompte à espionner que d'être là pour lutter contre le terrorisme. Une mission de la justice militaire a été envoyée sur les lieux par les autorités maliennes. Mais cette polémique qui envenime davantage les relations entre Paris et Bamako suscite des commentaires sur la question du respect des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste. Mais une chose est sûre, que ce charnier soit l'effet de l'armée malienne ou l'effet de la force Barkhane française, ça reste quand même une violation grave du droit international humanitaire et même des droits de l'homme, mais de façon simple. Donc pour dire qu'au-delà de cet tapage médiatique, au-delà de cette guerre informationnelle, il est extrêmement important de comprendre qu'attention, dans le cadre de la lutte contre l'ennemi, il ne faut pas surtout contribuer à grossir son rang. Rappelons que la France a décidé de retirer sa force du Mali depuis que ces pays collaborent avec la Fédération de Russie. En effet, selon Paris, Bamako ferait appel à des mercenaires du groupe privé russe Wagner, chose qui est incompatible avec sa présence. Les autorités maliennes n'ont pas reconnu le déploiement des mercenaires russes sur leur territoire.
Mokhtar Bayi pour VOA Afrique, Bamako. Par ailleurs, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, dit détenir un Russe membre de la milice Wagner, selon un communiqué au nom de cette formation djihadiste transmis donc à une agence de presse dans la nuit de dimanche à lundi. Durant la première semaine d'avril, nous avons capturé un soldat des forces russes Wagner dans la région de Ségou, dans le centre du Mali, indique ce texte en arabe. C'est la première fois que le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda, annonce la capture d'un Russe engagé sur le front de la lutte anti-djihadiste dans le pays. D'attaque, on en parle également au Burkina Faso, où pas moins de 15 personnes ont été tuées hier dimanche. Parmi elles, des civils, des militaires et des supplétifs de l'armée. Ces personnes ont été tuées dans 2 attaques dans des localités du Sahel. Au moins 30 personnes ont aussi été blessées. De Ouagadougou, faisons le point avec notre correspondant Lamine Traoré. Il s'agit de 2 attaques simultanées pour reprendre les termes du communiqué du gouvernement à Gaskinde et à Pobé-Mengao, des localités de la province du Soum, dans la région du Sahel. Selon le communiqué de l'état-major, ces attaques se sont déroulées de façon quasi simultanée. La première attaque, celle de Gaskinde, a fait 9 morts, dont 5 militaires et 15 autres personnes ont été blessées. Quant à celle de Pobé-Mengao, elle a causé la mort de 6 personnes, 4 militaires et 2 supplétifs de l'armée, appelés volontaires pour la défense de la patrie. Le communiqué de l'armée a fait état d'une quinzaine de personnes blessées dans cette deuxième attaque. L'état-major a rassuré que la situation était sous contrôle et que les opérations de sécurisation étaient en cours. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et puis au moins 110 morts, c'est le nombre de victimes d'une explosion survenue vendredi dans une raffinerie clandestine dans la région pétrolière du delta du Niger, dans le sud du pays. Une région déjà dévastée par des décennies de vandalisme et d'exploitation illégale d'hydrocarbures. Le précédent bilan faisait état de 80 morts, mais selon un responsable local de l'Agence nationale de gestion des urgences, plusieurs personnes gravement brûlées ont succombé à leurs blessures. Dans une déclaration publiée par ses services, le président Muhammadu Buhari a évoqué une catastrophe nationale. Il a également appelé les forces de l'ordre à intensifier la répression des raffineries clandestines. Le président rwandais Paul Kagame est en Ouganda depuis dimanche. Il s'agit de sa première visite dans ce pays voisin en 4 ans. Outre des rencontres avec des officiels, notamment avec son homologue Yoweri Museveni, Paul Kagame devait aussi assister au 48e anniversaire de Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais, avec qui il s'est également entretenu. Pressenti pour succéder à son père, M. Kainerugaba a connu une ascension rapide à la tête de l'armée ougandaise dont il dirige les forces terrestres. Il est aussi conseiller spécial à la présidence. La visite de M. Kagame intervient quelques semaines après que l'Ouganda a annoncé l'expulsion d'un membre de premier plan du Congrès national rwandais, parti d'opposition rwandais que Kigali considère comme une organisation terroriste. Emmanuel Macron a donc été reconduit dimanche pour un second mandat de 5 ans en France. Le président sortant a obtenu 58,8% des voix devant Marine Le Pen du Rassemblement national, un parti d'extrême droite qui progresse de 5 points par rapport à 2017. La victoire d'Emmanuel Macron rassure la diaspora malienne très présente en France. Une communauté qui attend désormais une reprise du dialogue entre Paris et Bamako dans un contexte de tensions extrêmes entre les 2 capitales. Notre correspondante à Paris, Elam Locker, est allée vivre le second tour de la présidentielle avec les Maliens de France. Suivons son reportage. Baïdi et Idrissa rentrent tout juste du bureau de vote. Ils rejoignent une camarade malienne pour vivre ensemble la soirée électorale et échanger autour d'un phénomène qui les inquiète, la montée de l'extrême droite en France. Après plusieurs minutes d'angoisse, les yeux rivés sur la télé, c'est la délivrance.
c'est la victoire. J'étais très inquiète, nous sommes nombreux, la diaspora africaine était très inquiète de la montée de l'extrême droite. Enfin, la solution, ce n'est pas l'extrême droite. La solution, c'est le rassemblement d'abord. Aujourd'hui, c'est Macron. Dans 5 ans, on va réélire un autre président. C'est plutôt le rassemblement parce que la France d'aujourd'hui, c'est des générations et des générations d'enfants de migrants. Un appel au rassemblement, mais aussi au dialogue entre la France et le Mali. Ces dernières semaines, outre l'amorce du retrait de Barkhane, Paris a suspendu sa coopération sécuritaire avec Bamako et réduit sa coopération civile. Aujourd'hui, les Maliens de France demandent au président Emmanuel Macron, tout comme au gouvernement malien de transition, de se remettre autour d'une même table. On a une forte communauté malienne ici, qui est là, qui vit ici, et qui est vraiment un soutien des régions entières. Hein. Ce n'est même pas une région, puisqu'avant on disait la région Nekaï, mais des régions entières. Et cette communauté, nous on ne peut pas souhaiter une brouille entre la France et le Mali. On souhaite les meilleures relations entre ces deux États qui sont des vieux amis de longue date. Une communauté malienne qui pousse un cri du cœur et craint désormais des heures bien sombres avec les mercenaires russes de Wagner. Avec tout ce qui est en train de se passer en Ukraine, non, Poutine n'est pas un exemple. Poutine ne peut pas être la lumière pour l'Afrique. Au contraire, si nous empruntons, ne plaise à Dieu, la voie qu'il s'est choisie en Russie, on va traverser une longue nuit en Afrique. Après avoir œuvré pour faire barrage à l'extrême droite, ces Français d'origine malienne vont désormais tenter en coulisses de désamorcer le conflit entre Paris et Bamako au moment où les contacts diplomatiques sont quasi inexistants entre les deux capitales. Elam Lecoeur pour VOA Afrique, Paris. Accueillons à présent pour développer cette actualité René Lec, il est journaliste et analyste politique. Vous êtes dans la région de Washington, D.C. René Lec, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, Emmanuel Macron rempile donc pour un second mandat à la présidence française. La France échappe cette fois-ci encore à l'extrême droite et à la montée du populisme. Votre analyse? Oui, elle y échappe, mais il faut quand même noter que Macron a perdu près de 2 millions de voix par rapport à il y a 5 ans. Et de son côté, Marine Le Pen en a gagné près de 2,7 millions. Donc, ça montre que quelque part, les forces d'extrême droite sont encore toujours très ascendantes. Au premier tour, l'ensemble des partis extrêmes, la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite, ont fait plus de 60%. Donc, il y a tout un grand écart que Macron va devoir faire pendant ce mandat de 5 ans. Quel sera, selon vous, l'impact de cette élection sur certains grands dossiers auxquels la France fait face au niveau international? Je veux parler de l'implication de la France dans la guerre en Ukraine, l'OTAN. Certains dans le pays souhaitent en sortir. Et que dire des relations franco-allemandes ou encore de celles avec les États-Unis? Écoutez, sur les 2 ou 3 dernières que vous avez citées, Macron était définitivement le candidat pour l'OTAN, le candidat pour l'Union européenne et le candidat pour le renforcement des relations avec les États-Unis. De facto, même, on peut dire aujourd'hui, John, que Macron est le leader de l'Union européenne, c'est le leader européen. Avec le départ d'Angela Merkel, de facto, c'est lui qui assure, au-delà du fait qu'il assure la présidence temporairement, mais de facto, l'économie française étant la deuxième d'Europe, la principale puissance nucléaire de l'Europe. Aujourd'hui, Macron est définitivement le leader de l'Europe et il est très à l'aise dans ce rôle-là. Donc tout ce qui est lié au renforcement de l'Union européenne, on peut compter sur Macron de ce point de vue-là et les Américains ne s'y trompent pas, bien entendu. Alors, on peut développer autant qu'on le souhaite cette actualité, mais le temps nous prend par la gorge. Donc, Marine Le Pen n'a pas été élue. Un répit pour les immigrés africains, selon vous, et comment voyez-vous les relations avec l'Afrique
et la France au cours des 5 prochaines années sous Macron? Oui, un répit certainement, comme on l'a entendu dans votre reportage tout à l'heure. Les diasporas africaines en particulier, étaient particulièrement inquiètes par rapport aux résultats que donnaient certains sondages pour l'extrême droite, pour Marine Le Pen. Mais apparemment, en tout cas pour l'instant, il y a eu plus de peur que de mal. On attend ce qu'on appelle le 3e tour, donc au mois de juin, les législatives. Par rapport aux actions France-Afrique, Macron, effectivement, aura énormément de travail à ce niveau-là, parce que le sentiment anti-français en Afrique est grandissant. Il y a les questions militaires, les questions de monnaie. Bref, il a du pain sur la planche. Voilà. René Lec, merci pour votre disponibilité et au plaisir. Au revoir, John. Également dans l'actualité, le président américain Joe Biden a annoncé son intention de nommer une nouvelle représentante des États-Unis en Ukraine. La veille, lors d'une visite à Kiev, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a lui annoncé un retour progressif des diplomates américains en Ukraine. On fait le point de tout cela avec Nanit Talani. Joe Biden compte nommer Bridget Brink, actuelle ambassadrice en Slovaquie, qui a passé ses 25 ans au sein du corps diplomatique, concentré sur l'avancement des politiques américaines en Europe et en Eurasie, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Le président américain confirme les déclarations du chef de la diplomatie, Anthony Blinken, qui a rencontré dimanche à Kiev le président Volodymyr Zelensky en compagnie du secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin. Une partie de notre engagement pour l'avenir implique un certain nombre de choses que j'ai pu partager avec le président Zelensky hier, y compris le retour des diplomates américains en Ukraine à partir de la semaine prochaine, y compris l'intention du président Biden de nommer un nouvel ambassadeur en Ukraine, l'actuelle ambassadrice Bridget Brink, une personne que je côtoie depuis longtemps, qui a une grande expérience de la région et qui sera une représentante très forte des États-Unis en Ukraine. Au cours de leur séjour, les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis, Anthony Blinken et Lloyd Austin, ont exprimé leur solidarité envers le dirigeant ukrainien. Anthony Blinken a aussi annoncé une aide militaire supplémentaire de 713 millions de dollars. La conclusion est la suivante. Nous ne savons pas comment le reste de cette guerre va se dérouler. Mais nous savons qu'une Ukraine indépendante et souveraine existera bien plus longtemps que Vladimir Poutine. Et notre soutien à l'Ukraine continuera jusqu'à ce que nous voyions la victoire finale. Le secrétaire d'État américain a par ailleurs assuré l'Ukraine qu'elle va gagner la guerre contre la Russie. Et nous voyons qu'en ce qui concerne les objectifs de guerre de la Russie, ce pays échoue, l'Ukraine réussit. La Russie a cherché comme objectif principal de subjuguer totalement l'Ukraine, de lui enlever sa souveraineté, de lui enlever son indépendance. Ça a échoué. Elle a cherché à affirmer la puissance de son armée et de son économie. Et nous voyons bien sûr tout le contraire. Une armée qui est dramatiquement sous-performante et une économie en raison des sanctions, en raison de l'exode massif de la Russie, et qui est en ruine. La visite de messieurs Blinken et Austin était d'autant plus symbolique qu'elle a eu lieu le jour de la Pâque orthodoxe, célébrée dans la douleur et le recueillement dans le pays en guerre. Le président Zelensky a remercié lundi Washington, le peuple américain et le président Joe Biden personnellement pour leur soutien. Il a souligné que l'aide militaire américaine inédite d'un montant total de 3,4 milliards de dollars était la contribution la plus importante au renforcement des capacités de défense ukrainiennes. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons de la Maison des reporters au Sénégal.
Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous suivez ici Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Zoom sur la Maison des reporters au Sénégal, le premier groupe de presse indépendant entièrement financé par le public. Basé sur un modèle similaire à celui de Mediapart, la Maison des reporters regroupe de jeunes reporters produisant du contenu qui se veut indépendant sur la base du financement, on le disait, du public et des abonnés. De notre correspondant à Dakar, Sedina Bagué, suivant ce reportage. La Maison des reporters, c'est un média qui se veut indépendant, qui a été fondé en 2019 et qui fonctionne grâce aux dons du public. Lui, c'est Moussa Ngom, l'âme de la Maison des reporters. Lauréat de plusieurs prix à des concours organisés au niveau national et international, Moussa est très tôt repéré par de grands groupes de presse du Sénégal et de l'étranger. Il préfère pourtant ne pas répondre à leurs sirènes. Pour lui, une autre forme de journalisme s'impose. Il prône la rupture et met en place la Maison des reporters. On a des modèles économiques qui sont obsolètes, qui n'encouragent pas la liberté journalistique, qui n'encouragent pas l'indépendance des rédactions, qui sont tenues par des puissances financières, ou en tout cas par des personnages qui sont impliqués dans l'espace public. Et cela gêne beaucoup le travail des rédactions. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas fonctionner de la sorte et nous ne pouvions pas également avoir un modèle qui visait l'aspect lucratif. Donc nous, notre philosophie, c'est plus de servir le public. Et c'est ce public-là qui nous soutient dans notre effort de production. Dans le modèle prôné par la Maison des reporters, le public est la plaque tournante. En plus d'être le destinataire final des productions, il est aussi le bailleur. Séduits par le modèle, beaucoup de Sénégalais ont d'ailleurs adhéré à l'initiative afin d'avoir accès à un contenu indépendant et de qualité. Il y a une différence fondamentale entre la Maison des reporters et les autres médias classiques. D'une part parce que donc la Maison des reporters je peux dire est un média d'investigation parce qu'ils sont toujours dans l'investigation sur les problématiques qui sont majeures au Sénégal et dans le monde entier. L'autre différence également, c'est, comme vous le savez, les médias classiques sont toujours, je peux dire, sous la dépendance du propriétaire du média. Derrière ce travail et cette volonté d'indépendance fortement appréciée par le public, il y a Moussa Ngom, mais aussi des journalistes qui, malgré leurs faibles moyens, sont animés par la volonté de créer une rupture à travers des méthodes différentes. Surtout prendre le temps de faire un bon travail, des sujets de fond. Donc à la Maison des reporters, on a suffisamment de temps, d'espace et d'esprit tranquille pour travailler sur des sujets d'enquête, de grands reportages et fournir un travail bien fait. Après des débuts difficiles, la Maison des reporters veut davantage s'implanter au Sénégal avant de s'élargir à d'autres pays. Pour ses promoteurs, l'objectif est de continuer à prôner un journalisme indépendant et de qualité grâce à un financement participatif du public. Sedina Bagué pour VOA Afrique, Dakar. Et cette actualité dont on continue de parler en Côte d'Ivoire, le nouveau président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, se nomme Idriss Diallo.
Il a été élu samedi face à deux adversaires, Didier Drogba et Sori Diabaté. Une élection dont les rebondissements auront passionné les Ivoiriens pendant près de 2 ans. Après avoir été plusieurs fois reportée, l'élection du président de la FIF a donc eu lieu samedi 23 avril à Yamoussoukro. On y revient sur cette actualité avec Alain Amonché. Dans la capitale politique ivoirienne, un collège électoral de 81 membres actifs s'est exprimé pour élire le président de la FIF, le vice-président, les membres de la commission de gouvernance d'audit et de conformité. L'homme d'affaires Yacine Idriss Diallo a été élu président de la fédération. Nous sommes aujourd'hui à un moment important, un moment charnière, un moment déterminant de la vie du football ivoirien. Je voudrais que chacun d'entre nous se regarde au fond de sa conscience, dise et se dise, ai-je fait, bien fait, pour le football ivoirien ce que je devais faire. Ce n'est qu'ensemble, unis, en équipe, que nous pourrons réussir. 3 candidats étaient en lice. L'ex-international ivoirien Didier Drogba a été éliminé après un premier tour de vote avec 21 voix contre 50 pour Sori Diabaté et 59 voix pour Yacine Idriss Diallo. Le second tour de vote a donné vainqueur Yacine Idriss Diallo avec 63 voix, faisant de lui le nouveau président élu de la FIF pour un mandat de 4 ans. Il doit tendre la main à ses adversaires d'un soir. Eux-mêmes ont dit vouloir se mettre au service du football ivoirien. Et se mettre au service du football ivoirien, c'est évidemment aider. On n'est pas obligé d'être dans une fédération pour accompagner un club. Il y a beaucoup de clubs qui ont besoin de présidents qui soient solides. Alors, des promesses ont été faites par rapport à, c'est vrai, cette élection, mais je pense qu'il y a, au niveau des jeunes, du travail à faire, la détection, la formation. Il y a aussi le football féminin. On parle d'infrastructures. Il y a un football ivoirien local qui n'est que l'ombre de lui-même. Le nouveau patron du football de la Côte d'Ivoire devra jouer la carte du rassemblement des forces vives du football. Le football ivoirien est, en effet, miné par de nombreuses querelles internes. Le président Idriss Diallo est attendu. Au niveau des résultats, n'oublions pas que la CAN 2023 est organisée en Côte d'Ivoire. Donc c'est un grand challenge, il va falloir faire vite, oublier les querelles, se mettre au travail, ouvrir, réfléchir et agir. Il y a du potentiel, il y a de l'espoir et je suis convaincu que la Côte d'Ivoire pourra relever le défi de la qualité, de l'excellence et derrière le succès. Jamais une élection à la tête de cette institution n'aura suscité autant d'intérêt et d'engouement. Le nouveau président qui devra attendre, selon les règles, d'être confirmé par les résultats de l'enquête d'intégrité initiée par la FIF, devra conduire la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, qui se déroulera sur les bords de la lagune Ébrié. Alain Amonchi, pour VOA Afrique Abidjan. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec plaisir demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur VOA Afrique. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.